Chers téléspectateurs, vous avez fait de Likita votre émission. Vous avez fait de Likita une source de motivation, d'inspiration. Et pour cela, je n'arrêterai de recevoir de dames inspirantes, de dames remplies et capables de vous transmettre cette énergie positive dont vous avez besoin. Et pour cela, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas à la maison, c'est-à-dire je ne suis pas dans mon plateau. Likita a traversé le majestueux fleuve Congo à la rencontre d'une dame exceptionnelle. Qui est cette dame? Il s'agit bel et bien de Madame Danielle Sassou Nguesso. Elle évolue en tant qu'entrepreneur dans diverses activités en Afrique. C'est une femme aux multiples casquettes. Elle est directrice de plusieurs entreprises. Elle est aussi fondatrice de la fondation Sunga, une fondation qui défend la cause de femmes congolaises et africaines. C'est avec elle que nous allons discuter, c'est avec elle que nous allons parler. Elle va nous parler d'où elle prend ou encore comment elle fait pour avoir cette énergie positive pour nous transmettre. Comment elle fait, pourquoi elle le fait. Sans plus tarder, bonjour Madame Danielle. Bonjour à vous. Vous allez bien? Bien, merci. Très bien, alors je suis très contente d'être devant vous. Le plaisir est partagé. Vraiment, merci. Je disais au début que vous êtes une dame aux multiples casquettes. Vous faites beaucoup de choses à la fois. Mais Likita veut s'y focaliser ou encore prendre l'angle de votre casquette de la présidente de la Fondation Sunga. D'accord. Alors, vous pouvez nous parler en quelques minutes d'où est provenue l'idée de créer la Fondation Sunga et quels sont vos objectifs? Alors, c'est une question qui me revient souvent et je dis qu'au demeurant, rien ne me prédestinait à créer cette entité. Ouais. Ce n'était véritablement pas dans mes objectifs, ni dans mon parcours. C'est peut-être l'histoire d'Obélix qui est tombée. Ça s'est imposé à moi, tout simplement. Je préparais mon mémoire de master et j'avais choisi la thématique de la question de genre en République du Congo, le lien entre le genre et le développement. Oui. Et il me fallait des données terrain, des sources, parce que malheureusement, nos agences statistiques à cette époque, et je pense que ça doit être toujours la même chose aujourd'hui, manquaient de références. Alors, j'ai sillonné tout l'intérieur les 12 départements du Congo. Okay. Et cette asymétrie des genres m'a véritablement frappée de plein fouet. Et l'une des recommandations de ce mémoire, c'était justement la création d'une entité qui représenterait la société civile, qui saurait se faire porte-voix, parler de la cause des femmes. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure de la Fondation Sunga. Très bien. Ah, ça vient quand même de très loin, ça. Et quels sont vos objectifs? Alors, c'était de lutter contre toutes les formes de discrimination à l'endroit des femmes, essayer de réduire cette asymétrie des genres, démontrer que l'égalité des droits, finalement, c'est une norme, un droit fondamental. Et nous avons mis pour cela en place un certain nombre de projets, dont un incubateur à l'entrepreneuriat féminin, une académie du leadership, un label genre. Nous faisons du lobbying, des plaidoyers, véritablement un grand nombre de programmes pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Oui. Un bon nombre de programmes qui est né de la Fondation Sunga. Exactement. Entre autres, l'académie. L'académie, entre autres. Vous effectuez chaque année. Et l'année passée, c'était la 5e édition. Et cette année, ça sera la 6e. Est-ce que vous êtes déjà en train d'y travailler ou Oui, oui, bien sûr. Oui. Alors, la particularité de l'Académie du leadership, c'est que c'est un programme qui nous permet de toucher un plus grand nombre de femmes. Parce que généralement, les sessions, lors de nos sessions, nous recevons 300 et 500 femmes. C'est un projet qui se veut dorénavant itinérant, donc qui nous a conduit jusqu'à Kinshasa. Oui, bien sûr. Et pour cette édition, nous espérons pouvoir arriver à Libreville, au Gabon. Durant 3 jours, nous passons en revue toutes les questions d'ordre entrepreneurial et également de développement personnel. Parce que nous pensons que quand une femme décide d'entreprendre, il ne suffit pas que de vouloir. Il faut aussi avoir les bons outils et le mindset qui va avec. Surtout ça. Voilà, surtout ça. Et combien de femmes ont pu bénéficier de vos programmes? Est-ce qu'avez-vous une idée? C'est vrai qu'elles sont plusieurs, mais est-ce qu'avez-vous une idée des Oui, bien sûr. Oui. Alors, avec notre incubateur à l'entrepreneuriat féminin, nous avons accompagné une centaine de PME.
de petites et moyennes entreprises. Avec l'Académie du leadership, maintenant, toutes sessions confondues, nous devons être entre 1000 et 1200 femmes. Mais en réalité, c'est beaucoup plus de femmes que nous touchons de par nos vidéos, notre présence sur les réseaux sociaux, les tribunes, les parutions dans les magazines. Mais vous savez, ce qui nous porte véritablement, c'est l'aspect qualitatif, beaucoup plus que le quantitatif. La qualité de nos programmes nous tient beaucoup plus à cœur, si vous voulez, que la quantité de femmes autour. Ah, mais c'est très bien. Et comment vous réussissez à mesurer cet impact de vos formations sur le développement des entreprises de ces femmes? Alors, en dehors des outils de mesure traditionnels que peuvent être des KPI, je crois que c'est vraiment l'engouement suscité et l'engouement des femmes à rejoindre nos programmes qui démontrent vraiment la pertinence de nos activités. Et ces femmes, l'engouement, là, ça se fait seulement ici, sur Brazzaville ou Libreville, ou je sais pas? Quand nous lançons nos appels à projets, nos appels à candidature, malheureusement, nous sommes limités parce qu'on a un certain nombre de places, mais l'engouement autour est tel que nous recevons beaucoup plus de demandes que d'offres. Et ça nous montre à souhait la pertinence de ce que nous entreprenons. C'est ce qui nous parle véritablement et nous fait comprendre que nous avons réussi à toucher le cœur des femmes, puisqu'elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir adhérer à nos projets. Au départ, il fallait même aller les chercher. Des fois, nous allions dans les marchés pour les recruter. Mais aujourd'hui... Parce que c'était parce qu'elles n'étaient pas au courant de ce qui se passait, ou il fallait un peu plus de publicité pour qu'elles viennent vers vous? Déjà, je crois que oui, il fallait un peu plus de publicité, mais surtout, c'est la question de la modélisation. Très souvent, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Et quand les autres femmes s'aperçoivent que ça a pu marcher pour l'une d'entre elles ou l'une de leurs consoeurs, elles sont plus à même à, à vouloir reproduire, à vouloir faire la même chose. Et la femme quinoise à Kinshasa, il y a aussi des femmes qui aimeraient aussi bénéficier de ces offres, de ces opportunités. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de demandes et là, pour la prochaine session de notre incubateur, par exemple, nous avons décidé de conserver quelques places pour les femmes qui désiraient venir ou de la sous-région ou de l'intérieur du pays pour qu'elles puissent bénéficier de ces 6 semaines de formation. Je crois que ça sera aussi bénéfique pour la femme congolaise qui nous suivent là. Oui, on a des porteuses de projets qui se sont déjà fait connaître. Avant même que nous lancions l'appel à candidature, on a des porteuses de projets qui sont venues nous voir pour nous réitérer leur désir de participer à notre prochaine incubation. Ah, mais c'est très bien. Vous êtes dans plusieurs domaines. Exactement. En tout cas, c'est très bien. Moi, j'aime ça, j'admire ça. Merci beaucoup. Parce que je suis aussi dans plusieurs domaines. Je sais ce que c'est. Je sais quel genre d'énergie ça demande pour être dans tout ça. Énormément. Et je crois que malgré tout ce que vous faites, vous avez une réelle passion dans la vie. Quelle est cette passion? Vous avez certainement une branche qui vous attire vraiment. Quelle est cette branche-là? Alors, je crois que force a été d'admettre pour moi que ma réelle passion dans la vie était de m'investir en faveur des autres. Parce que, en faveur de la femme précisément. En faveur de la femme, parce que la majorité de ces programmes m'emmènent à avoir beaucoup d'empathie et de considération envers le travail des autres. Et je crois que c'est véritablement dans cela que je me définis, comme une femme africaine, lobbyiste et entrepreneur social. Je suis particulièrement fière des réussites entrepreneuriales que nous avons contribué à amorcer ici en République du Congo. Fière aussi de toutes ces femmes qui nous suivent à travers le monde. Et voilà. On souhaite pouvoir continuer et être animé du même feu, la même passion que vous venez de décrire. Vraiment. Et je crois que donc ce qui définit Madame Danielle, c'est sa casquette de femme entrepreneuriale. Aussi, parce que vous avez parlé d'une multitude de casquettes tout à l'heure. Après, on peut entreprendre dans un domaine commercial et entreprendre aussi dans ce que j'appelle l'entrepreneuriat social. Et puis, c'est un mix de ces deux casquettes qui ont fait aujourd'hui la personne que je suis. Ah, c'est très bien. De par votre renommée, vous êtes dorénavant un modèle pour les autres femmes.
pour les femmes qui vous suivent de partout, le monde entier, je le dirais comme ça. Quel est votre sentiment à cet effet? Alors, un modèle pour les autres femmes. Oui, bien sûr. Oui. Il y a des femmes qui aimeraient bien faire ce que Madame Daniel fait. Il y a des femmes qui aimeraient bien gérer des structures de femmes également, donner cette énergie que vous avez, qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, ou encore j'ai constaté, j'ai remarqué que ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux, mais même en réalité, vous avez une dose d'énergie que vous partagez et c'est très bien. Oui. Alors, si vous le dites, hein, si on part du principe que je suis un modèle pour d'autres femmes, alors cela me rend très fière. Bien évidemment, je suis flattée, mais non pas flattée dans mon ego. Je suis flattée parce que cela veut dire que le grain a fini par tomber dans la bonne terre. Ça veut dire que nos programmes ont fini donc par faire écho. Et je crois que la modélisation est vraiment importante pour l'épanouissement de la femme africaine. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qui permet d'enclencher le cercle vertueux de motivation qui pousse les autres femmes à vouloir faire pareil, à vouloir imiter. Et puis, en même temps, c'est quelque chose de... Il faut faire très attention parce que on peut influer de façon positive, on peut influencer de façon positive, mais aussi de façon négative. Donc, c'est une grosse responsabilité. Si véritablement je suis la personne que vous dites que je suis, c'est une grande responsabilité et le sentiment est mitigé. Parce que il est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je suis fière, je suis contente de pouvoir influencer certaines femmes parce que je crois que c'est un peu ça le leadership aussi. C'est réussir à transmettre une part de soi. Ça, Mais d'un autre côté, je suis contre ce que j'appelle le mauvais copier-coller. Il y a une différence pour moi entre benchmarker, qui consiste à regarder ce que les autres font, s'en imprégner, y apporter une valeur ajoutée, un peu de son ADN, de sa singularité, s'approprier le concept et le faire soi. Il y a une différence entre le simple copier-coller qui consiste à regarder ce que l'autre fait et le reproduire sans apporter aucune innovation. Et ça, je suis contre. Donc, si je dois influencer, alors j'aimerais que ce soit au-delà simplement de l'aspect vestimentaire ou des coiffures, maquillage, ou des parutions dans les magazines, ou même de singer un pseudo-leadership. Moi, ce que j'aimerais, c'est alors que cette influence aide à vraiment à encourager d'autres femmes, à ce qu'elles réussissent à trouver leur propre angle de vue, à découvrir leur potentiel, leur singularité, leur propre personnalité en fait. Donc un cercle vertueux d'encouragement qui serait basé sur de la sororité. Oui, bien sûr. La sororité entre femmes. Oui, entre femmes. Quand même que c'est pas facile parfois, mais on y arrive. Et Madame Daniel, je venais de dire que vous êtes un modèle. Et ça vous a pris certainement beaucoup d'années pour en arriver là. Mais est-ce que tout est facile pour Madame Daniel? Est-ce que tout est rose pour vous? Ah non. Est-ce que pour y arriver, quels ont été ces défis que vous étiez obligés d'affronter, de vous battre nuit et jour? Après, il y en a plusieurs parce que en règle générale, on n'aime pas les têtes qui dépassent. La société n'aime pas les têtes qui dépassent. Et dès qu'on essaye de sortir du lot, on appuie dessus pour vous ramener tout en bas de l'échelle. Donc déjà, il y a des difficultés d'ordre humain. Et puis après, la singularité fait justement que quand on essaye de se démarquer des autres, on attire beaucoup plus l'attention sur soi. Et quand on attire l'attention sur soi, ben, on fait face à un lot de critiques, à un lot de stigmatisation, d'acharnement. Voilà, c'est ça. Mais après, il faut réussir à se départir de ce que les autres pensent. Quand on est persuadé que ce que l'on fait a véritablement son importance, il faut se focaliser sur ses objectifs. Et moi, je dis souvent que la vie, AVIS, des autres, n'est rien d'autre que la vie, VIE, des autres. En fait, ce sont leurs propres peurs qu'ils font ressortir en essayant on va dire, de vous inventer des vies. Donc ça, ce n'est pas évident. Et puis après, il y a aussi tout ce concept d'égalité où on finit par se heurter à la religion, à la société. Il y a
plusieurs personnes qui sont contre ce concept d'égalité et qui nous disent que non, l'homme et la femme ne sont pas égaux. D'ailleurs, il y en a un qui est né avant l'autre. Et puis, voilà, la religion dit que la femme... Vous en dites quoi? Moi, je dis que ces grands livres que je respecte ont sûrement été écrits par des hommes. Parce que si on part du principe que ce Dieu est juste, équitable et bon, je ne pense pas qu'il ait anticipé qu'il y en ait un qui puisse dominer sur l'autre, etc. Okay. Pour moi, je pense véritablement l'égalité des droits, l'égalité des genres comme une norme, comme un droit fondamental. Pour moi, l'homme et la femme sont égaux en droit. Ok. Ah, mais c'est très bien. Il y a deux avancées concernant le droit de femmes ici au Congo? Oui, il y a pas mal d'avancées. C'est vrai que la République du Congo, au Congo, on bénéficie d'un formidable corpus législatif. D'ailleurs, la loi fondamentale le rappelle dans son article 17, que l'homme et la femme sont égaux en droit en République du Congo. Et puis, nous avons aussi la loi Mouébara, qui est véritablement une avancée significative en comparaison aux pays de la sous-région. C'est une loi qui vient lutter contre les violences faites aux femmes, même s'il est primordial de continuer à dénoncer ces violences, de continuer à faire des plaidoyers, à sensibiliser sur la réalité de cette loi. Mais à mon sens, le défi de la femme africaine se trouve ailleurs. Ailleurs. Oui, il faut véritablement que la femme africaine arrive à trouver sa place, à démontrer sa légitimité. Elle n'a pas encore trouvé sa place jusque-là. Non, il faut qu'elle arrive à prouver qu'elle n'est pas, qu'elle est complémentaire et non pas substituable. Okay. Et que finalement, c'est cette coopération voulue, choisie et non pas imposée qui nous permettra de façon consensuelle de porter haut et fort notre continent. Mais est-ce que la femme a cette conscience-là? Alors, en République du Congo, j'ai l'impression qu'elle s'est auto-assignée cette position socialement inférieure. Okay. Il n'y a personne caché derrière un mur avec un bâton pour lui dire tu es inférieur et tu dois être derrière. C'est un petit peu les construits sociaux. Les construits sociaux, un modus vivendi. La femme est responsable de la famille, elle s'occupe de son foyer, de sa maison. L'homme va chercher... la place de la femme, c'est à la cuisine. Voilà, ce sont des construits sociaux. Et il faut réussir à dépasser déjà dans sa tête pour réussir à vraiment briser le plafond de verre. Très peu y arrivent en tout cas. Et quel est selon vous le plus grand défi à relever pour rendre effective l'égalité de genre en Afrique? Alors, pour rendre effective l'égalité des genres, après, il y a plusieurs pays qui ont essayé la politique des quotas. C'est-à-dire que, par exemple, au sein des listes électorales, on demande maintenant qu'il y ait 30% de représentation féminine dans les listes. On essaye de porter ce concept de parité, mais je pense que le véritable déclic, il doit d'abord se faire dans les consciences, dans le mindset. C'est-à-dire que c'est à la femme de comprendre qu'elle est importante, qu'elle a véritablement à gagner sa place. Il ne s'agit pas d'une compétitivité entre l'homme et la femme, uniquement de réussir à agréer nos plus-values pour que nous puissions avancer main dans la main tous ensemble pour répondre à tous les défis politiques, économiques, sociaux et environnementaux de notre continent. C'est ça le plus important, le développement inclusif, et ça ne peut se faire que main dans la main. Parce que si on part du principe que les femmes représentent 52% des populations de nos pays, ben c'est un capital humain dont on ne peut pas se priver et on ne peut pas enclencher un développement avec seulement la moitié des effectifs. Il faudrait réussir à engranger tout le monde, à prendre tout le monde. Exactement. Et d'autant plus qu'on dit que c'est les femmes qui transmettent les valeurs, notamment au sein des enfants. Ben, il faut des femmes formées, éduquées. C'est la femme qui pour réussir à éduquer les générations qui arrivent. Exactement. Madame Danielle, vous êtes une personnalité publique très influente. Ça, au moins, vous le savez. Je vous laisse dire. Je vous laisse dire. Alors, quelle est votre définition d'une femme influente? Comment vous définissez la femme influente, d'après vous? Bah, alors, au vu du combat qui est le mien, pour moi, la femme influente, c'est une femme qui arrive à porter haut et fort les messages à la communauté féminine. Pour moi, ce serait une femme qui
qui serait capable de transmettre un peu de son leadership, comme on l'a dit tout à l'heure, mais avec bienveillance. Vraiment, avec bienveillance. Avec amour, sans orgueil. Exactement. Après, bon, personnellement, moi, je n'ai pas de secret, si ce n'est que j'ai eu la chance d'avoir une mère impactante qui, de par son courage, son abnégation, son travail, et en moi, et les choses se résument en 3 mots. Travail, organisation et délégation. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas tout bien faire toute seule. Il est important de savoir déléguer, de s'entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Vous voyez, là, vous avez toute une équipe. Bien sûr. C'est-à-dire que ce travail, vous ne pouvez pas le réaliser toute seule. Oui. Et pour réussir à gagner en influence, il faut être bien entouré. Entouré des personnes qui comprennent votre combat et qui y adhèrent de façon sincère et objective. Et ça vous arrive de gérer, comme vous aviez dit, il n'y a pas une différence entre, il n'y a pas une place réservée à l'homme ou à la femme, nous sommes tous, d'après ce que vous aviez dit. Pour moi, tout c'est beau. Oui. Comment vous arrivez à gérer les hommes qui travaillent sous votre leadership? Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui travaillent sous votre leadership, il y a aussi les hommes. Comment vous le gérez? Ben, pour moi, je pense que déjà, pour réussir à être un bon leader, il faut déjà réussir à impulser la vision. On ne peut pas être un bon leader en se mettant systématiquement en arrière et en laissant les autres faire le travail. Donc, puisque vous me parlez de mes méthodes de travail, que ce soit avec les hommes ou les femmes, ça part déjà on va dire de la modélisation. C'est-à-dire que c'est un travail que je réalise déjà moi-même en amont et que je leur demande ensuite de reproduire. Si je dois demander à quelqu'un, par exemple, de faire le ménage chez moi, je commencerai d'abord par le faire moi-même. Pour que la personne voie comment est-ce que vous le faites et reproduire la même chose. Et qu'elle comprenne que je suis capable de pouvoir faire la même chose que ce que je lui demande. Très bien. Je lui demande de faire, peut-être parce que je manque de temps, parce que j'ai envie de déléguer, parce que je décide de lui faire confiance, mais ce n'est pas une tâche que je ne suis pas en mesure de pouvoir accomplir. Et donc, quand je travaille avec des hommes et des femmes, je le fais comme ça à l'exemple. Je leur montre que je suis capable de réaliser cette tâche et que si je décide de les intégrer, hommes comme femmes, au sein de ma structure, c'est que j'ai décelé en eux les capacités, les compétences pour pouvoir le faire et que je souhaite pouvoir déléguer. Voilà. Il est important que les personnes avec lesquelles vous travaillez sachent que vous êtes, vous, également à même de pouvoir réaliser ce que vous leur demandez de faire. À partir de ce moment, ils donneront beaucoup plus d'importance à la tâche qu'ils doivent accomplir et la prendront avec davantage de considération. Ça, c'est une bonne manière de voir le chose. C'est très bien. Madame Danielle, vous êtes DG, DGA de plusieurs autres structures, mais quelles sont vos missions chez PIC? PIC. PIC? Voilà. Ok, d'accord. Plateforme industrielle du Congo. Ok, d'accord. Oui, alors le groupe Eurise IIP est un développeur de zones économiques spéciales. Nous concevons sous forme d'un écosystème intégré des plateformes industrielles. Nous sommes présents aujourd'hui dans une dizaine de pays africains, c'est-à-dire que donc nous concevons, développons, manageons, marketons des zones économiques spéciales. Et en République du Congo, le PIC, c'est une société donc de droit congolais qui est issue d'une joint venture entre l'État congolais et le groupe Eurise IIP. Et il nous a été confié la réalisation de 3 zones économiques spéciales en République du Congo, à Luango, Oyo, Olombo et Wisso. La particularité du groupe Eurise, c'est que quand nous décidons de travailler de concert avec des gouvernements, nous essayons d'identifier les potentialités qu'il peut y avoir dans des chaînes de valeur commerciales et industrielles. L'idée pour nous, c'est de réussir les premières transformations de façon à gagner de la valeur ajoutée et à développer de vrais clusters métiers. Et nous avons de belles réussites comme la zone économique de Glodjigbe au Bénin ou alors celle de Pia au Togo. Et ce serait vraiment des modèles économiques, à mon sens. Je pense que nos gouvernements devraient s'inspirer de ces modèles économiques qui finalement travaillent à assainir le climat des affaires de façon à rendre ces zones
économique attractive pour les investisseurs. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et ça fait combien de temps depuis que vous êtes à la tête de cette structure? Alors, ça fait 2 ans maintenant, 2 ans que je travaille d'abord pour Rise et maintenant pour PIC. Et pour gagner en légitimité dans ce que je fais, je me suis inscrite cette année en doctorat. À l'université de Paris-Dauphine et je fais un doctorat, je commence un doctorat sur les industries et préparation des femmes à la ZLECAf. Ah, c'est merveilleux ça, c'est vraiment merveilleux. Madame Danielle, là nous chutons déjà vers la fin. Merci pour votre temps, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Finalement, c'est allé beaucoup plus vite que prévu. Vous aviez raison. Oui, vraiment. Et on ne peut pas finir sans pour autant vous demander Nous sommes en début d'année, bien sûr, février, et nous sommes encore en début d'année. Est-ce que vous avez un vœu ou un mot pour toutes les femmes qui s'identifient à vous? Elles sont nombreuses, hein, je vous informe. Déjà, leur souhaiter tous mes vœux. Tous mes vœux de réussite, de prospérité pour cette nouvelle année et ce, quel que soit le projet qu'elles vont initier. Et si j'ai un mot à leur transmettre, ce serait de leur demander de d'oser entreprendre, d'oser franchir certaines étapes, d'aller à l'audace, de sortir de leur zone de confort parce que la zone de confort est un piège qui vous empêche d'évoluer. Et je leur dirais de ne pas avoir peur de se tromper, de ne pas avoir peur de l'échec parce que c'est à ce prix qu'elles gagneront en expérience et seront capables de grandir en tant qu'entrepreneurs. Et après, peu importe le domaine dans lequel elles décident d'entreprendre, parce qu'on peut entreprendre aussi dans sa propre famille, dans sa vie privée. Je leur souhaite véritablement un plein succès. Et à vous également pour votre émission Likita. Merci, ça me va droit au cœur. Et nous sommes à la fin, mais avant de finir, avant de clôturer vraiment, moi et mon équipe, nous avons un cadeau pour vous. Nous avons un cadeau pour vous. Ces cadeaux, c'est juste un signe d'amour pour ce que vous faites, pour votre amour que vous manifestez pour la femme en général, pour la femme africaine, pour celle que vous êtes, votre leadership à traverser le monde et tout ça. Alors, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête, mais là vous me prenez au dépourvu. Alors moi, en contrepartie, je demanderai à mes équipes de vous offrir notre agenda, l'agenda de la Fondation Sunga. Ah, merci beaucoup. Ça, vous pourrez en rapporter pour les auditrices de l'émission. D'accord, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je peux ouvrir? Je vous en prie, allez-y. D'accord. Voilà. C'est véritablement un très très beau cadeau. Il est simplement magnifique. Voilà, et là, il y a un petit mot. On aurait dit une photo, je vais vous faire la bise. Puis, merci. Merci. Vous avez un amour immense pour la femme. Pour le mot, à Madame Danielle, pour son amour pour la femme, sa vision et son sens de leadership depuis Kinshasa, Likita. Merci à toute l'équipe, merci beaucoup. Merci bien. Je crois qu'il trouvera sa place dans mon bureau. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci Madame Danielle. Merci 1000 fois.